hein, du jeu vidéo qui sont adaptés de romans. Par exemple, la série des Metro 2033, Metro Last Light, Exodus, qui sont des adaptations de comment il s'appelle, Glukowski, quelque chose. Enfin, il a un nom. Celui-là, j'ai du mal à m'en Bukowski. souvenir. C'est l'auteur de Metro. J'ai toujours du mal à me Attends, souvenir je vais te trouver sa définition exacte. Si tu veux. J'ai toujours du mal à me souvenir du nom de l'auteur des livres Metro. C'est Dimitri, il s'appelle Dimitri, donc si vraiment tu as du mal avec Dmitri Glukowski, quelque chose comme ça. Glukowski. Donc après, bon, ça peut être aussi les Witcher. The Witcher. Là, c'est Witcher. Andrzej Sapkowski, donc ça j'arrive à le dire, je m'en souviens. Mais bon, les adaptations, il y en a de toutes sortes. Effectivement, là, je cite des auteurs qui sont plutôt modernes, mais des fois, ça va chercher beaucoup plus loin. Par exemple, des auteurs plus classiques, comme Tolkien. Tolkien a été adapté en long, en large et en travers. Et on peut retrouver aussi Lewis Carroll, qui Alice au Pays des Merveilles, qui a été adapté par American McGee dans les jeux Alice. C'est des adaptations un petit peu particulières, mais ce sont des suites, donc c'est un processus d'adaptation assez spécifique. D'ailleurs, Tim Burton avait fait un peu le même lorsqu'il a fait ses films Alice au Pays des Merveilles. Et encore plus classique, ça va être par exemple l'Enfer de Dante, la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui a été adaptée dans Dante's Inferno. Et ça, c'est un processus d'adaptation tout à fait intéressant. Et après, un autre genre de littérature qui est assez souvent adapté, c'est la bande dessinée. Par exemple, on a le manga, nombre de jeux Dragon Ball Z, Dragon Ball, Naruto qui ont été, qui sont basés sur, essentiellement l'animé, mais ça s'inspire quand même du manga à l'origine, donc on voit quand même un lien d'adaptation avec la littérature. Puis bon, la bande dessinée franco-belge, les Astérix, les Tintins, les Schtroumpfs, j'en passe et des meilleurs. Puis bon, après, le comics américain, Batman, Spider-Man, voilà, tout ça, c'est des processus d'adaptation du livre vers le jeu vidéo. Et l'inverse existe. Il y a pas mal de jeux vidéo qui ont été adaptés en roman, ce qu'on appelle les novélisations, en fait. Les novélisations, c'est aussi un point de rencontre où on prend un jeu vidéo, l'histoire d'un jeu, et puis hop, un auteur s'occupe de la retranscrire dans un roman. Donc ça, c'est les processus d'adaptation, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est l'inspiration. Il y a beaucoup de jeux, par exemple, qui sont inspirés d'œuvres littéraires. En général, le numéro 1, c'est Lovecraft. Lovecraft a inspiré tellement de jeux que c'est indécent. C'est impossible, je pense, de tous les lister. Il est même conclu que les jeux d'horreur orientaux japonais se sont beaucoup inspirés de Lovecraft, et même le concepteur d'Alone in the Dark n'avait jamais caché son inspiration pour cet auteur. Ah ouais, non, mais c'est un panel de jeux qui est absolument colossal. Effectivement, Alone in the Dark, les jeux Call of Cthulhu qui ne sont pas adaptés de Lovecraft, mais qui sont inspirés de son œuvre et qui prennent place dans sa mythologie. On peut avoir des jeux comme Darkest Dungeon, par exemple, de Darkest Dungeon, qui est clairement inspiré. Même Quake a des éléments Lovecraftiens dans son lore, oui, parce qu'il y a une histoire dans Quake. Je vous jure, c'est vrai. Il y a une histoire dans Quake. Meilleur que dans Doom. En fait, oui, pour le premier, en tout cas, parce que si on compare les deux premiers jeux de la série, parce que le lore de Quake est plus récent que Doom, donc ils ont eu le temps de développer un lore plus profond que dans le premier Doom. Mais il y a vraiment un lore dans Quake, pardon, et le lore est Lovecraftien à l'origine, donc voilà. Et donc bon, on va retrouver pas mal d'inspirations assez diverses et variées. Par exemple, Bram Stoker, l'auteur de Dracula, a inspiré beaucoup de jeux, comme par exemple les Castlevania. Oui, toute la série des Castlevania repose sur le lore de Bram Stoker, c'est assez ouf. Vous allez avoir un cas que j'adore vraiment, parce que c'est vraiment ma série de jeux préférée, c'est les Silent Hill. Silent Hill 2 est carrément allé s'inspirer de Crime et Châtiment de Dostoïevski pour créer son histoire de la culpabilité, et il y a un vrai parallèle entre Rodion Raskolnikov de Crime et Châtiment et James Sunderland. C'est assez ouf en fait. C'est marrant quand on sait que déjà Silent Hill s'était inspiré de l'échelle de Jacob, on se rend compte du gros patchwork que c'est, on se rend compte du gros Trivial Pursuit que c'est. C'est ça. Silent Hill, c'est une série qui, elle est extraordinaire par bien des aspects. C'est une espèce de gros melting pot de tout ce qui peut être artistique et qui a pu inspirer l'équipe. C'est assez ouf. C'est un cas vraiment. On pourrait faire une conférence entière sur Silent Hill, mais c'est pas le but ici. Alors une autre inspiration que j'aime beaucoup et qu'on croise assez souvent dans le jeu vidéo, c'est vous avez déjà croisé sûrement, même dans le cinéma, ce que j'appelle les pièges à pendules.
c'est quand vous avez un personnage qui est attaché et que un pendule descend lentement du plafond avec une lame au bout et que si on attend trop longtemps, le pendule va venir buter la personne attachée. La Euh, couper en deux. ou la couper en deux, voilà. En tout cas, ça, vous l'avez sûrement déjà vu dans plein d'œuvres au cinéma ou dans plein de jeux. Il y a un exemple parfait dans Castlevania Lords of Shadow d'ailleurs de ça. Et ben le piège à pendule, c'est Edgar Poe. C'est Oui, c'est vrai. The Pit and the Pendulum. C'est vraiment une nouvelle d'Edgar Allan Poe. C'est lui qui a créé cette idée, cette image du pendule qui descend lentement. Et c'est une inspiration d'Edgar Poe. Et on retrouve ça un peu partout. Mhm. Et bon, après, il y a l'inverse à nouveau est vrai. Il y a pas mal de romanciers qui se sont inspirés du jeu vidéo. Par exemple, en plus un qui est connu parce qu'il a été adapté au cinéma, c'est Ready Player One. Oui. Ready Player One, c'est Alors c'est Player One à la base, c'est Player One Oui. à la base et c'est Ernest Cline qui l'avait écrit. Voilà. Avant d'être un film de Steven Spielberg que j'ai pas aimé à titre personnel, c'est effectivement un roman d'Ernest Cline. Et c'est un roman qui parle de jeux vidéo, Mm. qui s'inspire de cet univers du jeu vidéo et qui s'en sert pour écrire une histoire, un thriller assez ouf en fait. Et d'ailleurs, le livre est bien meilleur, je trouve, que le film. Hein. Si vous devez choisir entre un des deux, allez lire le livre. Vraiment, le film est très dispensable. À mon sens. Personnellement, j'ai bien aimé le Parce qu'on a film. une DeLorean dans le film, quoi. Disons que le film est beau. C'est-à-dire que c'est un film qu'on voit au cinéma, il met une claque, mais j'ai pas été plus marqué que ça. J'ai préféré le bouquin. Donc, oui, il y a une DeLorean. Non mais voilà, c'est tout, désolé, mais bon, voilà. On peut pas partager ton avis. Non, pardon. Ensuite, bon, dans le processus d'inspiration, enfin dans la catégorie inspiration, il y a aussi les jeux un peu hommages. Par exemple, il y a Alan Wake, qui est clairement un jeu qui se veut un hommage à la littérature, et en particulier à la littérature d'épouvante, et qui s'inspire énormément de Stephen King pour son écriture. Et puis bon, après, par exemple, des sagas comme Mass Effect, qui font la part belle à toute la littérature de science-fiction. Donc on va retrouver du Gernsback, du Asimov, du Arthur C. Clarke, Du Bradbury. Heinlein, enfin tout. Voilà, dans Mass Effect, c'est un gros pêle-mêle de tous ces auteurs-là. Du Bradbury aussi peut-être. Ah oui, Ah ouais. clairement. Mais il y a un peu tous en fait, un peu tous. C'est ça c'était un petit peu la force de cette saga justement, c'est qu'elle essayait de condenser un petit peu tout ce qui est toute la science-fiction du XXe siècle dans une seule et même œuvre, et ça a été mené de main de maître, donc c'était assez ouf. Très bien. Et dernière catégorie, c'est l'intégration, quand la littérature fait partie intégrante du jeu lui-même. Alors l'exemple bateau, ça va être dans par exemple la saga The Elder Scrolls, quand vous croisez des bouquins qui sont là pour vous raconter l'histoire de Tamriel, des Argoniens, etc. Même procédé par exemple dans les Baldur's Gate 1 et 2 de 98 et 2000, où vous trouviez pas de petits bouquins dans le jeu que vous pouviez lire et qui vous renseignaient un petit peu sur le lore des royaumes oubliés. Et puis bon, après il y a des jeux un peu plus atypiques comme par exemple la série des Myst, où vous plongez à l'intérieur même du livre et c'est le livre qui prend vie et vous explorez comme ça plusieurs livres qui représentent des univers à part entière. Enfin, c'est quand le livre fait partie intégrante de l'univers et que la littérature est un objet même de l'univers dans lequel elle s'ancre, et ça peut donner des choses assez classiques comme des choses assez improbables. Enfin voilà, moi c'est ce que j'identifie en tout cas. Peut-être que Glappy veut ajouter quelque chose. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Glappy? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup parlé, le non, pauvre. non, je l'écoute. Moi, c'est un moment que je le pratique, donc je sais déjà ce qu'il va dire, etc. Et globalement, je veux dire, voilà, on n'est pas venu totalement à poil, donc je sais quand même ce qu'il va raconter. Honnêtement, moi, je suis forcément d'accord. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour l'instant, à part pour la DeLorean, quoi, dans Ready Player One, voilà. Cette DeLorean, elle Non, vous mais je hante. suis pas objectif quand il y a une DeLorean. Ouais, moi, Ah d'accord. Ok. Très bien. Maintenant, une question se pose, c'est selon vous, quels sont les genres de jeux qui ont le plus de points communs avec la littérature? Bon, je connais un peu, je pense connaître la réponse, mais c'est surtout pour les autres. Glappy, je te laisse commencer à répondre et puis on va inverser. Ok. Alors du coup pour ce qui est du genre de jeu, euh, personnellement je pense pas qu'il y ait pour ma part en tout cas un genre particulier. Je pense pas qu'il y ait un genre particulier qu'on puisse citer. Je pense qu'il y en a qui ont entre guillemets moins de points communs. Je pense qu'on peut le prendre plus dans ce sens-là, mais à partir du moment où il y a de la narration dans le jeu, où il y a quelque chose en fait, on peut considérer que
les jeux narratifs en fait ont, ont c'est le point commun quoi. Voilà. D'accord. Euh, on peut trouver par exemple au niveau des jeux, on va dire, qui sont naturellement plus compatibles. On va trouver peut-être les jeux d'aventure, les jeux de rôle. Est-ce que même on peut considérer que par exemple les jeux de rôle papier sont un genre littéraire à part entière, pour prendre l'exemple d'autres jeux. Voilà. Euh, donc pour moi, voilà, je pense que au niveau de la question, je répondrais par simplement, on pourrait peut-être plus chercher éventuellement les genres qui ne sont pas en fait, on aurait plus de chances de trouver des réponses en cherchant ce qui ne l'est pas en fait, plutôt qu'en cherchant ce D'accord. qui l'est. Voilà, je te laisse conclure pour ma part. Euh, Dana? Alors, bah, du coup, je rejoins Glappy. Finalement, c'est surtout l'aspect narratif qui va pouvoir éventuellement faire le lien. Après, il y a différents types de narration parce que on va avoir dans le jeu vidéo de la narration cinématographique à travers la mise en scène, les mouvements de caméra, etc., qui embarque sa propre grammaire. Là où on va avoir aussi, peut-être même dans le même jeu parfois, hein, des éléments plus littéraires. Et si effectivement il y a beaucoup de jeux qui peuvent s'apparenter à, à la littérature, il y a des genres où c'est plus compliqué. Si par exemple on prend un jeu d'arcade tout à fait classique comme un tennis Fortwo sur oscillateur, oui, je remonte très loin dans l'histoire du jeu Oui, vidéo. oui, je confirme, je confirme. Mais Plus loin, t'as Oxo en fait. c'est ça, c'est ça. Là, ça va être difficile de trouver une quelconque trace de narration et Exact. le lien, il se fait pas du tout. Pourtant, le jeu d'arcade n'est pas sans lien parce que prenons l'exemple de Castlevania. Castlevania, à l'origine, c'était un jeu d'arcade, de la même façon qu'un tennis Exact. Fortwo en fait. Exact. Et Castlevania, pour le coup, porte son héritage littéraire avec force. Donc c'est moins lié au genre, je pense, qu'à la volonté de raconter une histoire par les auteurs et de la façon de la raconter. Mais, Et Disons que, si mais je peux me permettre, à partir du moment où en fait on parle de littérature, quand on parle de littérature, on fait souvent le lien avec histoire en fait. Hmm. Le fait de narrer une histoire, de narrer quelque chose. À partir du moment où un jeu a un quelconque début de lore, un quelconque début de narration, bah, on peut considérer que finalement bah, il y a un point commun, même un pont qui se fait en fait avec la littérature. Donc en fait, il faudrait plutôt chercher dans les jeux qui ont vraiment aucun lore, aucune histoire, pour dire bon là voilà, on est sur un type de jeu qui a vraiment aucun point commun avec la littérature. hmm, Enfin, moi en tout cas, je pense que c'est l'analyse que j'en fais. il y avait Eric Et- Chahi, il y avait Eric Chahi ouais, vas-y. justement qui parlait de ça dans une interview lorsqu'il racontait comment il a créé Another World. Il avait dit à l'époque s'il y avait beaucoup de jeux à score, ça relevait de la performance numérique, il fallait faire du chiffre. Et il avait répondu moi je voulais pas faire de score, je voulais bosser sur ce qu'on ressent. Est-ce que du coup on peut considérer que les jeux à scoring, bon, excepté si on part du principe du coup que les jeux de plateforme, même avec un lore très minime, même s'ils ont du scoring, ça peut être considéré comme un début de narration. Est-ce qu'on peut considérer que les jeux à scoring genre Tetris, Columns n'ont pas sont ceux qui ont le moins de points communs avec la littérature? Alors, je vais répondre. Je pense en fait, c'est assez complexe comme question parce qu'il y a pas mal il y a pas mal d'auteurs et de penseurs qui travaillent dans les game studies qui ont avancé l'hypothèse que tout jeu vidéo raconte une histoire en fait, parce que c'est le Ah même oui. procédé que dans le cinéma. Dès lors qu'on met deux images côte à côte, ça raconte quelque chose. Hmm. Et le jeu vidéo fonctionne par un système d'images mises côte à côte puisque c'est du mouvement. C'est le mot vidéo, ça veut dire mouvement. C'est du jeu en mouvement, jouer avec le mouvement en fait. Donc dès lors, si on part de cette définition, effectivement, tout jeu vidéo raconte une histoire. Maintenant, cette histoire, elle est plus ou moins élaborée. Effectivement, l'histoire de Tetris, bon, bah, c'est le bloc cube est tombé à cet endroit-là en temps de temps. À côté, c'est placé le bloc ligne. C'est pas une histoire très palpitante. Ouais, Voilà, à effectivement. moins que on voit ça comme une espèce de métaphore sur le bloc soviétique qui s'effondre. Mais bon, ça c'est voilà. Mais D'accord. Non mais mais là bon, c'est ouvert à tout. Là, comme après, ça. chacun interprète ça comme il le veut. Là c'est Mais ouvert à tout. voilà, Là, c'est je veux dire, c'est vrai que c'est pas c'est forcément comme une histoire très intéressante. c'est comme il y a certains artistes, tu vois, des fois ils font un truc juste parce que ça les inspire, tu vois. Il n'y a pas forcément d'idée forcément derrière, et puis il y a des gens qui vont essayer de trouver un sens absolument à tout en essayant de dire, voilà, ça c'est de l'art, tu peux pas comprendre.
Et en fait, je pense que si on interrogeait l'artiste, bien souvent, je pense que l'artiste dirait non mais j'ai rien voulu dire en fait. J'ai vraiment rien voulu dire. Mais Et l'expert en histoire de l'art te dira que c'était une expression de son subconscient. Voilà, dans une perspective freudienne. Donc, de toute façon, il y a les experts en tout. je crois qu'il y a quelque chose qui excite d'ailleurs pas mal ce truc-là, c'est souvent les jeux qui contiennent des easter eggs, par exemple les Five Nights at Freddy's. Pour moi, c'était principalement un jeu à screamer avec un scénario très simpliste, mais parce qu'il y avait des easter eggs dedans, il y avait tout un fandom qui s'est forgé, qui essaie de deviner quelles interprétations ils pourraient faire de ça, et ils sont devenus à moitié fous, les gars. ouais, après, c'est vrai que bon, le côté des easter eggs, ça a toujours été... ça a toujours... Mais je pense que ça, c'est plus le côté un peu, bah, justement, chasse aux œufs de Pâques, en fait. Pour reprendre Oui, la thématique des easter eggs. C'est vraiment le côté chasse au trésor, en fait. Voilà. Je pense que, voilà, par exemple, je me rappelle qu'à l'époque de la grande époque de World classique, quand j'y jouais beaucoup, sur Judge Hype, il y avait, je passais parfois des heures entières à écumer les pages d'easter eggs pour voir où étaient planqués les easter eggs, parce que ça m'amusait en fait. Mais ça vient pas forcément étoffer le lore de trouver la tête de Kerrigan gravée à l'arrière d'un char gobelin, en fait. C'est juste que c'est marrant. Mais, mais après, pour revenir à la question de base, voilà, moi, je pense que c'est pas lié au genre, mais plus à la thématique que va aborder le jeu. C'est-à-dire que il est plus facile de poser cette question, je pense, à partir de la thématique. Est-ce que le jeu va nous parler d'une boule jaune qui mange des packs gomme et des enzymes, ou, ou est-ce que le jeu va plutôt s'orienter vers de la science-fiction, de la fantasy, du conte, et si on prend la thématique, la façon, enfin si on traite ça comme si c'était comme avec les genres littéraires en fait. La littérature n'est pas traitée par type de. Bah, en même temps, il n'y a pas de gameplay dans la littérature, mais c'est pas traité par gameplay, c'est traité par narration, par type de narration, par thématique de narration. Est-ce que c'est de la science-fiction, de l'horreur, de la fantasy, du fantastique, du thriller, du policier, du drame? Si on traite le jeu vidéo de cette façon-là, c'est plus facile, je pense, d'identifier des genres. Et de voir à quel point en fait le lien avec la littérature se fait ou pas. Mais, mais bon, après, évidemment qu'il y a quand même des genres vidéoludiques qui s'y prêtent très très peu. Par exemple, le genre sport. Je dois avouer que FIFA ne m'a jamais conté une histoire qui m'ait passionné plus que ça. Ouais, mais c'est ça que je voulais essayer de dire, est-ce que c'est ce genre de jeu-là, est-ce qu'on peut, ouais, du coup, ce genre de jeu-là, ce serait un peu moins, aurait un peu moins de points communs avec la littérature que par exemple un RPG par exemple, ou un jeu d'aventure textuel. Ouais, non, mais là-dessus, c'est ce que disait Gapi. Il y a des genres qui sont plus naturellement cousins, comme le jeu d'aventure, le RPG. Là où des genres s'en éloignent, comme par exemple le jeu de sport. Le jeu de sport, ça s'apparentera plus au cinéma en fait, parce que ça reproduit les caméras les caméras des stades de foot. Il y a de la mise en scène, la même mise en scène, le même dynamisme visuel. C'est la grammaire du cinéma dans le jeu de sport, pas la grammaire Dire littéraire. plutôt la grammaire télévisuelle parce que en fait tout ce que te propose, enfin en tout cas de ce que j'ai pu jouer dernièrement par rapport à des FIFA ou des PES, oui j'ai déjà joué à ce genre de jeu, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt là pour le coup je dirais un langage télévisuel, c'est-à-dire qu'on a les ralentis, les plans caméra sur les cages, vue du stade, c'est un peu les mêmes plans qu'on retrouve des fois à la télévision, en tout cas de ce qui est de moderne quoi. Donc là pour le coup je dirais même pas cinéma. Pour le coup, moi je dirais pas cinéma. Le cinéma, c'est encore un autre délire dans la façon de faire ses plans, etc. Donc vraiment, moi je partirais du principe que vraiment, là, pour l'exemple, le jeu de sport type FIFA, PES, là on est vraiment sur un langage, télévisuel. Mais moi je pense que la simple réponse et la question que j'invite les gens à se poser pour pouvoir y répondre, à savoir donc pour récapituler, quels sont les genres de jeux qui, selon vous, ont le plus de points communs avec la littérature? La seule question à se poser, c'est est-ce que le jeu me raconte une histoire? Oui, non. D'accord. À partir de là, après, une fois qu'on a répondu oui ou non à cette question, on peut éventuellement en tirer la conclusion que l'on veut. Très bien. Voilà, si je me pose la question pour FIFA, par exemple, est-ce que FIFA me raconte une histoire? Est-ce que FIFA a un lore? Voilà, à partir du moment où, moi, en cherchant, je me dis pas vraiment. À part si on commence à prendre individuellement l'histoire et les potins de chaque joueur. Mais sinon, enfin, c'est pas le but du jeu premier, quoi. Non.
Le jeu, c'est simplement de refaire des matchs, de s'amuser. Et de jouer au avec foot. ses amis. Voilà, de jouer au foot principalement. Il n'y a pas d'histoire, quoi. Voilà, hein, je veux D'accord. dire, il y a des pays absolument absurdes qui peuvent gagner une Coupe du Monde juste parce que, bah voilà. Donc tu peux tout à fait jouer à quelqu'un qui aura l'équipe française et qui va qui va se prendre une branlée par les îles Féroé, quoi. C'est ça les belles. On parle le Vatican, mais je sais pas s'ils ont une équipe. Non, non, je pense pas, non. Voilà. Zanar, t'as quelque chose à rajouter ou c'est... Non, 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 mais on pourra peut-être plus développer plus tard lors des questions-réponses. Très bien. Mais, Alors, une question auquel vous avez partiellement répondu, mais qui serait intéressant du coup d'étayer. Comment fait-on, selon vous, pour créer un jeu inspiré de la littérature sans utiliser de contenu littéraire pour revendiquer cette même influence, comme c'était le cas pour Elder Scrolls, Alone in the Dark et d'autres exemples qui ont été cités. Bah, je vais commencer à y répondre parce que ça, c'est une question qui nous a pas mal torturé l'esprit. Mm. Ouais, et on n'est pas complètement d'accord dessus avec Glapi, donc je pense que là, on va peut-être avoir deux points de vue un petit peu différents. On est là pour ça, c'est bien. C'est toujours intéressant. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses en fait quand on est un développeur de jeu. Le premier et le plus évident, c'est effectivement de transposer les éléments vers desquels on s'est inspiré dans son propre jeu. Donc c'est-à-dire que c'est d'aller s'inspirer, d'aller piocher les éléments qu'on veut et de les transformer en éléments de jeux vidéo. Là pour le coup c'est un travail d'adaptation. C'est le même travail dans le cinéma en fait. Quand par exemple Peter Jackson réalise Le Seigneur des Anneaux, il transpose, il a lu Le Seigneur des Anneaux, il transforme les mots qu'il a lus en images mouvantes et en musique, etc., etc. C'est un peu le même travail hein, de toute façon. Puisqu'il s'agit d'aller récupérer les différents éléments littéraires qu'on veut intégrer dans son jeu et d'en faire des éléments de jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, c'est de l'audiovisuel, hein, exactement comme la télévision, le cinéma, ça fonctionne de la même façon. Avec de l'interaction en supplément. Avec de l'interaction en supplément, ce qui lui donne sa caractéristique propre, et qui en fait un média à part. Mais par exemple, un des premiers travaux à réaliser, à mon sens, c'est sur les dialogues. Il y aura toujours une différence entre des dialogues littéraires et des dialogues de cinéma. L'exemple que j'aime bien donner, c'est justement Le Seigneur des Anneaux. On sent dans les dialogues l'influence de la littérature beaucoup plus, par exemple, que dans son petit cousin un peu handicapé, Eragon. Le film que j'ai détesté, par exemple. J'ai détesté Eragon, vraiment. Hein, je tire à balles réelles. Désolé, j'ai détesté. Je l'ai vu quand j'étais petit, je me rappelle même plus. Donc. Non mais voilà, parce que à mon sens, c'est une adaptation ratée. C'est une adaptation ratée. À aucun moment, déjà, le film n'est pas très bon, mais en plus de ça, même le côté adapté est raté. À aucun moment, on sent vraiment que ce film est adapté d'un livre et qu'il y a quelque chose derrière de peut-être plus dense à aller découvrir, quoi. Que dans Le Seigneur des Anneaux, tout vient nous le rappeler. Chaque plan, chaque séquence, et en particulier les dialogues, chaque ligne de dialogue a été écrite, elle vient directement du livre. Et c'est d'autant plus vrai quand on voit Le Hobbit et qu'on entend la première phrase de Gandalf. Qui est quasiment un copier-coller de celle du livre et qui annonce tout de suite la couleur, quoi. C'est un peu la même chose et en privé on parlait de Blood Omen Legacy of Kain. Une des forces du premier Blood Omen justement c'est son écriture. C'est vraiment son écriture. On sent derrière qu'il y a beaucoup d'inspiration littéraire, que c'est pas un simple dialoguiste de cinéma qui a écrit. Brian Lumley et Robert Jordan pour Blood Omen. Ouais, on sent que les auteurs sont allés piocher dans la littérature pour avoir une écriture aussi poussée, aussi savante. C'est pas impossible que le cinéma le fasse, mais en général c'est plus rare s'il n'y a pas un livre derrière qui vient pousser ce côté très littéraire des dialogues. Tu trouves que les influences sont moins présentes dans Soul River ou dans les autres suites? Ouais, un peu moins. Encore que dans les Soul River et dans Défiance, encore si. Par contre, dans Blood Omen 2, j'ai vraiment du mal, quoi. Avec la narration de Blood Omen 2. On sent qu'elle a été faite un petit peu à l'arrache. Enfin, ce jeu a été fait un peu à l'arrache, de toute façon. Mais... Oui, je confirme. J'ai bossé sur son histoire. Ouais, mais en tout cas, le premier Blood Omen, en particulier, enfin, la VF de ce jeu, bon, si elle n'était pas servie par des acteurs un petit peu aux fraises, en même temps pour l'époque c'est compréhensible, mais si c'était pas servi par des comédiens un peu aux fraises, en vrai, le jeu aurait un doublage, une VF extraordinaire. C'est vrai. Une VF extraordinaire. Parce que les dialogues sont sublimes. Finalement, c'est une vraie esthétique littéraire dans les dialogues. Finalement, le casting Goldé, c'est Soul River qui le récupérera.
C'est ça, exactement. Ensuite, il y a un travail, à mon avis, à faire sur l'ambiance. Et par l'ambiance, j'entends deux choses. Euh, il faut arriver à transcrire les mots d'un auteur, ou en tout cas la substance de ces mots en images. Et ça, ça se fait par l'ambiance, par un travail notamment visuel. Euh, alors, il y a toujours, c'est toujours délicat d'élaborer là-dessus parce que c'est quelque chose qui finalement est très personnel. Et autant, par exemple, je vais lire Dune de Frank Herbert, je vais avoir des images dans ma tête, je m'imagine ce qui se passe sur Arrakis. Taiki, toi tu lis Dune, tu vas avoir des images, elles vont se ressembler nos images un petit peu, mais elles seront pas les mêmes, pas exactement. Exact. Et c'est toujours un travail qui finalement est assez personnel. Et l'exemple que j'aime bien donner là-dessus, c'est sur les jeux Harry Potter, parce que les trois premiers sont adaptés des livres. Ouais. C'est clairement adapté des livres. À partir du quatrième jeu, c'est adapté des films. Bon, ce qui donne un truc mutant parce qu'en fait c'est une adaptation d'une adaptation. Donc c'est un truc un peu voilà. Mais on voit quand même une vraie différence dans l'ambiance, dans la direction artistique et la composition musicale, la façon dont le jeu est découpé. Euh, et à mon sens, c'est là qu'on voit vraiment la différence entre une adaptation littéraire et une adaptation cinématographique. L'adaptation cinématographique va coller au visuel du film, donc on va avoir un truc photoréaliste. L'adaptation littéraire, on est beaucoup plus libre, c'est de la libre interprétation, et ça donne des jeux Harry Potter qui étaient un petit peu plus guillerets, plus colorés, presque un peu cartoon, un peu joli, un peu mignon. Et ça, je pense que c'est vraiment dû à la différence d'adaptation en fait. Dans le film, il fallait mettre Daniel Radcliffe sur Harry Potter et la gueule de Daniel Radcliffe quoi. C'était obligé. Mais bien sûr, bien sûr. Que quand on adapte le livre, et ben on lui met la gueule qu'on imagine qu'il a. C'est vrai. Et c'est vrai, j'avais noté une différence assez remarquable entre le film et le jeu, alors qu'à l'époque j'avais pas encore lu les bouquins, mais c'est vrai qu'il y avait une différence assez notable dans le premier jeu en tout cas, quand j'avais joué sur PS1. Ouais, bah, les trois premiers ont cette direction artistique-là et c'est la même démarche d'adaptation. Ensuite, il y a un autre exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple quand des bandes dessinées sont adaptées, bien souvent, on utilise ce qu'on appelle le cel shading pour rendre un aspect bande dessinée justement. Par exemple, bon, les jeux Dragon Ball Z, Budokai de Namco Bandai sont assez parlants dans ce domaine-là. Il y avait aussi le jeu 13 de Ubisoft qui était adapté de la bande dessinée de Jean Van Damme. Qui a adopté ce cel shading. Il y a aussi le Naruto sur Xbox 360 aussi. Il y en a un paquet, en fait, qui ont adapté ça. Et certains même sont allés revendiquer un héritage de la bande dessinée alors qu'ils n'en sont pas issus. Par exemple, Borderlands. Borderlands est est en complet cel shading, alors que ce n'est pas adapté d'une bande dessinée, c'est juste pour donner un côté bande dessinée. Et ça permet justement d'aller chercher de l'influence littéraire. Et ça peut être un bel exemple, Borderlands, de revendiquer une influence littéraire sans y avoir mis de texte, parce que le cel shading vient revendiquer la bande dessinée justement. Et dans Sly aussi. Voilà. Ouais, aussi, ouais. Mais il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de travail sur la direction artistique et sur les ambiances visuelles et sonores. Enfin, sonore, c'est plus difficile quand même, mais ça participe des dialogues par exemple, qui permettent de faire ce lien. Et voilà. Ça, voilà. Je pense que c'est comme ça que le développeur s'y prenne, en tout cas, à mon sens, quand c'est plutôt bien fichu. Maintenant, Clappy va vous donner son avis, peut-être. Allez, Clappy. Oui. Ben, après, quand il dit qu'on n'était pas d'accord, on n'était pas d'accord surtout sur une phase, en fait, sur le travail de copie, en fait. C'est surtout, en fait, ça qu'on a eu du mal, entre guillemets, à se décider, à se mettre d'accord par rapport à cette question-là. Bon, déjà, moi, c'est vrai que la façon dont elle avait été posée, j'avais pas forcément tout saisi de ce que l'on entendait par le côté s'imprégner d'une influence littéraire et le côté de développement sans passer par retranscription. Donc c'est vrai que moi après cette question c'est surtout à moi qu'elle a posé beaucoup de problèmes, mais bon je pense que Zanar a pas mal répondu à la chose. Moi le truc c'était surtout au niveau de ce qui était du travail de copie, mais bon je pense pas que ce soit pertinent là pour le coup que je reparte sur une question de définition, parce qu'on s'était mis d'accord hier sur la définition en fait, et j'ai pas spécialement envie d'aller là-dessus. Au pire, s'il y a des questions après sur ça, éventuellement peut-être aborder le sujet si ça s'y prête, mais honnêtement pour l'instant moi ce qu'il a dit ça résume plutôt bien quoi, avec plus d'exemples que j'aurais donné. Ben, comment en fait? Très bien, alors là aussi une question auquel vous avez répondu partiellement.
C'est comment ont évolué les ponts de rencontre entre jeux vidéo et littérature? Bah écoute, je vais laisser Glapi répondre. Donc moi pour l'évolution, pour moi la réponse à cette question pour le coup ça m'a un petit peu sauté pour le coup aux yeux. Moi très simplement l'évolution elle est technologique en fait. Et, Tout simplement c'est la technologie. C'est-à-dire que quand les jeux vidéo, donc les jeux vidéo faut quand même considérer que c'est un art récent. C'est un art qui est vraiment, c'est probablement un des arts les plus récents Années que l'on 60. puisse que l'on puisse dénoter. Oui, voilà, ben, du coup, années 60, peut-être fin années 50, parce que bon, on Oui, ne sait pas trop quand est-ce que ça a commencé on pense que exactement. c'est Ralph Baer et J'ai c'est dans les années 50. On pense que c'est les années j'ai un 50-60. ami, j'ai un ami qui s'est spécialisé dans la préservation patrimoniale du jeu vidéo, qui lui fait remonter ça beaucoup plus loin, mais on pourra Ah, en voilà, c'est discuter. ça, c'est vraiment très très obscur quand on cherche. Et tout ça. 20e siècle dans tous les cas. J'avais fait un mémoire, oui, 20e siècle, donc ça c'est sûr. Mais bon, voilà, du coup, c'est très obscur. Mais la seule chose que l'on peut dire, en tout cas, c'est que quand on regarde ce qui pourrait s'apparenter au premier jeu avec un S au pluriel et au jeu de maintenant, on constate qu'au niveau, en fait, finalement, de ce qui va créer les ponts entre jeux vidéo et littérature, ce qui va finalement nous mettre dans l'histoire, ce qui va nous faire rentrer, comme j'aime bien le dire, dans le train fantôme, c'est avant tout l'évolution technologique. À la base, graphiquement, au niveau du son, etc., c'était pas ça. Pas forcément parce qu'on ne savait pas le faire, parce que des sons, de la musique, etc., on avait les vinyles, on avait déjà des technologies qui nous permettaient de retranscrire des sons à peu près fidèlement. Le problème, il était surtout que techniquement, on n'avait pas les consoles ni les machines qui pouvaient, on va dire, faire un rendu, on va dire, acceptable, en tout cas pour les carcans d'aujourd'hui. Pour les carcans de l'époque, c'était largement suffisant. Et au final, moi, la seule chose que je vois, la seule réponse pour le coup que je vois, c'est pas très ouvert en fait. C'est vraiment la technologie quoi. Ça a commencé par l'image où simplement bah, on avait vraiment de l'image basique avec au départ pas beaucoup voire pas de texte du tout. Ça s'est transformé ensuite en texte avec des images un peu plus léchées. Ensuite les textes au niveau de l'interaction avec le jeu, on devait rentrer. Je me souviens, enfin, on avait parlé avec Zanar et j'ai déjà eu en main, pas trop longtemps, mais j'ai déjà eu en main ce genre de jeu où il fallait taper les actions du personnage, etc. Fallait, comme on avait dit hier, pour ouvrir une porte, par exemple, dans un vieux jeu, il fallait taper Open Door et pas faire de faute d'orthographe, sinon il ne se passait rien. Ce texte, C'est King's Quest par exemple. voilà, King Quest, merci. Exactement, voilà, je le vois là. Ensuite, ça s'est transformé en boutons, ces textes-là. Après, il n'y avait plus besoin finalement de d'écrire le texte. Il y avait simplement des boutons sur lesquels il fallait cliquer, ça faisait l'action. On peut parler de Maniac Mansion. Donc Maniac Mansion, pour ceux éventuellement à qui ça ne parlerait pas, c'est les Day of the Tentacle, plus connus en tout cas sur le nom des Day of the Tentacle, les Monkey Island aussi. Donc là, plus besoin de taper les mots, plus besoin de taper du texte. On a directement un bouton qui facilite le gameplay et donc du coup bah, l'immersion, le temps de cerveau qu'on a consacré aussi à l'histoire. Même un curseur Et pour les point and click. voilà, bah en fait ça c'est l'arrivée de la souris. Ouais. Ça par exemple, voilà, ça correspond on va dire à l'arrivée de la souris. Donc encore une technologie, hein, parce que la souris on s'en rend peut-être pas compte, mais c'était une petite révolution à l'époque. En effet, ouais. Et pour en arriver finalement au fur et à mesure par l'entonnoir qui nous amène donc avec les dialogues audio, puisque au fur et à mesure, ben, on a réussi à produire du son, des voix. Il y a la MAO Au qui s'est départ, développée aussi, qui a permis l'économie de moyens sur la musique. pardon. La MAO qui s'est développée et qui a permis des économies de moyens au niveau de la Oui. musique. Voilà, bah donc toutes ces choses-là, en fait, jusqu'à en arriver finalement aux jeux que l'on connaît aujourd'hui, qui ont quasiment rattrapé finalement leur retard technologique, technique et visuel et auditif avec le cinéma. Quand on voit aujourd'hui les jeux, même moi je commence à me demander s'il y a certains jeux, parfois je me demande quand je vois une pub à la télé ou quand je vois un extrait, un trailer du jeu vidéo sur YouTube ou quelque autre plateforme, ça m'arrive des fois de me dire, attends, c'est un trailer filmé ça ou c'est les images du jeu? Eh oui. Il y a des fois où je ne sais même plus ce que je vois, tellement la frontière commence finalement à s'affiner et qu'on arrive finalement à un degré d'évolution tel
que l'on arrive même plus à savoir finalement à différencier le jeu du film. Et tout ça, ça permet finalement de faire des ponts littéraires encore plus réalistes, encore plus immersifs. Après, je vais pas répondre, je vais pas continuer de développer parce que je vais arriver sur la prochaine question. Donc, mais grosso merdo, pour moi, la réponse simple et nette, la technologie, évolution technologique. D'accord. C'est vraiment ça qui fait évoluer les ponts, on va dire. Très bien. Zanar, tu as besoin de rajouter ou tu es d'accord? Oui, je vais compléter un petit peu. Alors, comme l'a dit Glapi, les ponts de rencontre, ils ont évolué avec la technologie en fait. C'est-à-dire que c'est corrélé à son évolution bien évidemment parce que ce qui était permis par la technique à un instant A de l'histoire, quand la technique évolue à un instant B, les pratiques évoluent avec elle. Et c'est comme ça qu'on passe des vieux jeux textuels comme Colossal Cave Adventure par exemple. Enfin, je sais même pas si ça parlera à quelqu'un cette référence. Mais, Moi, oui, mais ça. voilà, à des jeux comme par exemple Life is Strange ces derniers temps. Et entre temps, il s'est passé beaucoup de choses et que Glapi a énuméré. Mais je pense que le souci, il y a eu une espèce de dissolution de la littérature. Parce que c'est vrai qu'au départ, les jeux textuels étaient 100% littéraires. C'était des livres dont vous êtes le héros, en fait. Et ouais. Et on interagissait avec eux par l'intermédiaire de mots-clés dont parlait Glapi. Et quelque part, cette littérature-là, petit à petit, elle s'est dissoute. Elle s'est dissoute au service de l'image. En fait, l'image est venue la remplacer parce que ce qui était descriptif, au départ, c'était l'image. Après, c'est devenu le son parce que finalement, tous ces assets-là sont venus remplacer le pur texte. Et pourquoi dans un souci d'immersion. Parce que on est quand même à chercher à reproduire une forme de fausse réalité dans laquelle on pourrait s'immerger pour renforcer les émotions qu'on pourrait ressentir en vivant ces histoires. Mais c'est pas pour autant que le texte il a complètement disparu. C'est vrai. Aujourd'hui, il sert essentiellement au narrative design, à tout ce qui va être les petits éléments qui viennent enrichir le récit principal. Vous avez des tonnes et des tonnes d'exemples dans plein de jeux d'action-aventure, FPS, tout ce que vous voulez. Dès lors que par exemple vous vous promenez dans un environnement, vous trouvez une petite note qui vous raconte l'histoire de PNJ A. Voilà, ça c'est de la littérature. Elle est là la littérature et elle a pas disparu. Elle s'est juste, elle a pris une autre forme en fait. Elle a pris une autre forme. Et puis bien entendu, il y a toujours un scénario derrière un jeu. Et avant d'être un jeu, c'est des pavés de texte, quoi qu'il en soit. Donc la littérature est jamais bien loin et elle a changé de forme. Elle a changé de forme, mais elle est toujours là. Et je pense que la prochaine question. Ouais, la prochaine question, justement, du coup, est-ce qu'on peut... Ouais. Tant qu'on aborde la prochaine question, pour terminer, parce que je sens que ça va partir sur l'autre question, je veux pas faire de hors-sujet. Non, mais ouais. Je voulais rajouter juste un petit truc éventuellement. Plus c'est pas forcément, enfin c'est plus une problématique qu'autre chose, donc comme ça, ça pourra peut-être donner de l'eau au moulin pour les questions-réponses peut-être après. Moi, juste une remarque à faire. En tout cas, c'est purement personnel, ça n'engage vraiment que moi. Mais par exemple, il y a un truc que je déplore en fait finalement parce que on est d'accord que la littérature, ça fait appel aussi à l'imaginaire, comme on l'avait parlé précédemment pour le cas Harry Potter, des jeux Harry Potter. Les premiers jeux sont vraiment inspirés de la littérature. Au final, on a donné à ces jeux-là l'ambiance et les personnages que l'on imaginait dans le livre. Et le mot imaginer est important puisque dans la littérature, c'est pure imagination. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs avec la littérature. Et pour les jeux suivants, on s'est plus basé sur le carcan cinématographique. Harry Potter avait non plus la tête d'Harry Potter telle qu'on l'imaginait, mais la tête de Daniel Radcliffe. Pour les jeux vidéo, au final, pour ce qui est de cette évolution, moi je trouve qu'il y a une problématique qu'on peut se poser parce que moi c'est quelque chose que j'ai ressenti un petit peu au fond et c'est un problème que j'ai ressenti jusqu'à il y a encore quelques temps où j'ai potentiellement réussi à mettre en tout cas le doigt sur ce qui me posait problème, c'est le côté imaginaire par rapport à cette évolution. C'est-à-dire que je me souviens de vieux jeux où j'avais une expérience, on va dire, de joueur du fait que le jeu soit limité. On peut pas aller n'importe où, c'est pas un monde ouvert, il y a un bel arrière-plan derrière, etc. Je me suis toujours dit que je rêvais d'aller derrière, je rêvais d'aller à l'arrière-plan souvent. Je me disais, oh la montagne est belle, j'aimerais tellement aller au-dessus de cette montagne, voir ce qu'il y a derrière, découvrir des choses, etc. Oui. Et je m'imaginais tout un univers derrière en jouant à mon jeu, etc. Parce que, je sais pas, mais l'arrière-plan, c'est toujours quelque chose, moi, qui m'a fasciné, ce qui se passe toujours à l'arrière-plan.
Et le fait est qu'aujourd'hui, quand on joue par exemple, les jeux vidéo deviennent de plus en plus des mondes ouverts, on perd, je trouve, ce côté imaginaire parce que du coup, moi, quand je me promène dans un GTA où je vois la montagne au fond, je sais que je peux aller au-dessus de la montagne. Et au final, je Hmm. perds tout ce mystère, toute cette découverte. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que je ne vis pas la même, j'ai pas le même imaginaire stimulé par les jeux, on va dire, d'aujourd'hui, qui sont forcément une conséquence de l'évolution technologique, qui est une expérience de gameplay bien meilleure, mais une expérience imaginative moins bonne. Et je peux prendre comme exemple, pour terminer là-dessus, le cas des Myst. Je pense que c'est des jeux qui parleront peut-être à beaucoup, puisque c'est une licence relativement ancienne qui a fait parler d'elle en son temps. Qu'on y ait ou pas joué, on voit ce que c'est à peu près. Les Myst, par exemple, les vieux Myst, je sais que jusqu'au dernier Myst à peu près, j'ai toujours eu cette sensation d'imaginaire, etc. Parce que Myst, on se déplace de tableau en tableau, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de champ libre et on peut toujours s'imaginer ce qu'il y a derrière, sur Riven en tout cas, donc la suite de Myst. C'est vraiment très flagrant parce que les décors sont vraiment incroyables et te laissent vraiment libre cours à l'imaginaire avec tout ce que ça implique. Alors que dans le dernier Myst, ils ont justement fait en sorte qu'on puisse. Je parle pas d'obduction, hein, je parle vraiment du dernier Myst. On pouvait se balader en 3D dans les îles. Et je trouvais que ça perdait de son charme. J'ai beaucoup moins bien vécu cette expérience, je pense justement parce qu'on a rajouté cette possibilité de monde ouvert qu'il n'y avait pas avant. Donc D'accord. voilà, c'est la petite problématique que je voulais rajouter. Très bien. Mais du coup, en fonction de ces réponses que vous avez données, est-ce qu'on peut en conclure du coup que les ponts de rencontre seront différents dans le futur par rapport à Alors aujourd'hui? je vais commencer. Ouais, je vais commencer à répondre. Je pense, à titre personnel, là, parce que là, pour le coup, faut utiliser les boules de cristal. C'est autant du fantasme que de l'analyse de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui qu'on peut essayer de faire avancer dans le temps. Les ponts de rencontre actuels, je pense qu'ils vont pas changer. Ils seront toujours là, en fait. D'accord. Ils cohabiteront avec d'autres. Parce que, par exemple, les fameux jeux textuels comme Colossal Cave Adventure n'ont pas disparu. Il y en a encore des récents sur Steam. Jeux qui Ah. datent de 2014, 2015, 2016. Ça existe toujours, le jeu textuel. Hmm. Ça existe toujours. De la même façon que le livre dont vous êtes le héros existe toujours. Donc les façons de faire d'antan et d'aujourd'hui persisteront demain. Elles seront peut-être agrémentées de nouvelles façons de faire. Par exemple, avec des technologies comme les technologies haptiques, là, par exemple de la DualSense de la PlayStation 5 qui a été présentée il n'y a pas longtemps, on pourrait imaginer que on vienne essayer de renforcer l'immersion dans la littérature à la lecture d'un livre par des sensations sous les doigts, de papier ou quelque chose comme ça. C'est à voir. Avec l'évolution de ces technologies haptiques, difficile à dire. Euh, Après, il y a toujours la question de la VR. Qu'est-ce que la VR peut apporter à la littérature vidéoludique, on va dire, ou à la littérature ludifiée? C'est une autre question. Est-ce qu'on pourra pas se permettre de plonger dans des livres et d'en explorer des recoins? Là, pour le coup, c'est une possibilité. Et si je devais parler d'un... Alors, pour le coup, ça, ce serait plus un fantasme que j'aurais. J'aimerais voir des univers transmédia qui soient Hmm. interconnectés, explorer un jeu qui est lié à des livres par exemple ou des comics, à des séries télé, et puis en fonction de ce que je fais dans le jeu, ça vient impacter le récit dans les autres, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais explorer un pan de cet univers virtuel, de cet univers narratif, de cette diégèse, je vais avoir personnalisé mon expérience en amont. Parce que par exemple, en ayant assassiné PNJ A dans le jeu vidéo, eh ben, il devait apparaître dans le bouquin B, et il n'y sera pas parce que je l'aurais assassiné, et donc du coup il sera remplacé par quelqu'un d'autre, l'histoire changera. Je sais pas, ça peut être une possibilité. On va vers quelque chose de supra-connecté, donc et vu qu'on est toujours dans cette recherche d'immersion et de personnalisation, c'est pas quelque chose qui me semble impossible. Mais en tout cas, ça relève pour l'instant plus du fantasme qu'une réalité étudiée. Voilà. Très bien. Glapi, tu as quelque chose à rajouter en supplément ou est-ce que tu as Oui, une je peux vision rajouter que différente ou comment tu le... ouais, j'ai une vision différente. Pour moi, enfin, j'ai une vision différente, mais c'est pas. Donc là où je le rejoins, c'est clairement, bon, là on est sur, comme il a dit, les boules de cristal. Là, on parle vraiment de choses dont on ne peut vraiment pas être sûr. Maintenant, personnellement, moi, j'aurais peut-être, enfin, des fantasmes, j'en aurais plein par rapport à tout ce qu'on pourrait faire là-dessus. Maintenant, je serais un peu plus pessimiste, moi, dans ma façon de voir les choses et notamment les évolutions par rapport
par rapport au point de rencontre entre littérature et jeux vidéo. Plus pessimiste parce que en fait, de ce que j'observe en fait c'est pas, ça concerne pas que les jeux, ça concerne à peu près tout ce qui touche au domaine artistique, notamment ce qui touche au domaine audiovisuel. Donc ça englobe les jeux, le cinéma, ça peut même englober YouTube. Euh, dans, dans une mesure totalement identique, c'est que de ce que j'observe à chaque fois, c'est qu'il y a toujours, dès qu'il y a un nouveau médium, dès qu'il y a une nouvelle technologie ou une nouvelle tendance qui sort, euh, bah, il y a une apogée, entre guillemets, et après, il y a une standardisation, Mhm. une bonne ou une mauvaise standardisation. Le problème, c'est que là, la technologie de demain, ou plutôt c'est la technologie d'aujourd'hui à demain, a priori, c'est la VR, le casque de réalité virtuelle. Voilà. Pour l'instant, c'est encore assez balbutiement parce qu'il faut vraiment régler ce problème de motion sickness. Mais grosso modo, on peut, je pense, tabler que ça va être ça, ça va être ça qui va se standardiser. Ils vont rendre ça accessible à tous. Et en tout cas, je pense que Steam, qui est, je pense, un des acteurs majeurs du monde du jeu vidéo, en prend le chemin. Avec donc du coup tout ce que ça implique d'adaptation de jeux vidéo par rapport à des œuvres littéraires, etc. Le problème de ces trucs-là, c'est que moi, je remarque toujours que il y a toujours donc cette phase d'apogée où on va tomber sur des titres absolument extraordinaires, que ce soit même, comme j'ai dit, pour YouTube, par exemple, il y a eu une grande époque sur YouTube où il y avait vraiment beaucoup de choses qualitatives, entre guillemets, où vraiment on pouvait vraiment trouver son bonheur, etc., à finalement une standardisation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde finit par s'y mettre. Il y a le problème de l'argent, en fait. Tout finit par une question d'argent à la fin. Et quand on commence à arriver sur une question d'argent, eh ben, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on le veuille ou non, on se retrouve face à quelque chose, enfin, on se retrouve face à une offre, entre guillemets, qui s'adapte pas forcément à ce que l'on attendrait d'utopique ou vraiment de super cool. C'est-à-dire que euh, YouTube, par exemple, combien de vidéastes on voit maintenant commencer à se plaindre du fait que, bon, bah voilà, YouTube, enfin, nombre de fois qu'on lit, oui, YouTube, c'est plus ce que c'était, machin. Bon, parce que je prends cet exemple-là parce que, bon, comme nous, on évolue un petit peu dans cet environnement, Ouais. voilà. Euh, Bah, au final, en fait, tout a commencé finalement quand il y a eu cette histoire d'argent qui est venue, qu'on pouvait gagner sa vie, entre guillemets, hein. Je mets de gros guillemets parce que hein, c'est pas forcément vrai dans l'esprit. Gagner sa vie sur YouTube, euh, tout a commencé, je trouve, à se standardiser à partir du moment où on a mis l'argent. Et le problème, c'est que ben, aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup de gens se plaindre du fait que ben, ça n'est plus aussi qualitatif qu'avant. Pourtant, il y a toujours autant de demandes. Et donc, du coup, bah, ça n'est pas un modèle qui va s'effondrer du jour au lendemain. Et c'est la même chose qu'on peut remarquer pour certains, enfin, dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une standardisation passé un moment de certains jeux, une mode même, hein, je veux dire, les Battle Royale, etc. Ce sont des jeux qui ont vraiment pris le pas aujourd'hui et ça ne sont pas forcément des jeux narratifs. En tout cas, il y a énormément de jeux qui sont à la mode, qui sont très joués, qui, à ma connaissance, n'ont pas spécialement de lore ou alors un lore très poussé. Euh, on va dire que voilà, Life is Strange, pour parler d'un jeu vraiment très narratif, c'est pour moi une success story. C'est une success story. Donc ça n'est pas vraiment représentatif de l'évolution, on va dire, que l'on pourrait s'attendre de la narration, quoi. Il y a quasiment même pas de narration. Et le truc, c'est que bah, moi, j'ai un peu peur pour demain. C'est-à-dire qu'en constatant ce genre d'évolution, moi, j'ai un peu peur pour demain. Je sais pas si on va rester sur l'aspect narratif ou si on va passer plus sur quelque chose qui va finalement rompre le pont avec la littérature pour se concentrer vraiment sur des jeux type Battle Royale, Counter-Strike, Arène, aux dépens finalement des jeux narratifs qui seront peut-être mis un peu plus bas et qui resteront comme du Life is Strange, c'est-à-dire des success stories assez rares, moins visibles en tout cas. Hmm. Je table sur des choses, encore une fois, j'ai pas les boules de cristal et j'espère très sincèrement que ça n'ira pas sur ce chemin-là. Mais en tout cas, c'est un constat qu'on fait même au cinéma, hein. Je veux dire, dans le cinéma, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que Hollywood, c'est plus original, ils font plein de reboots tout le temps, ils jouent sur une nostalgie années 80, ils ont plus d'idées. Bon, ça, c'est des choses qui se disent, hein. Je dis pas que c'est mon avis ou quoi que ce soit. Mais pareil, dans le cinéma, on est rentré dans cette phase, j'ai l'impression, de standardisation où on commence à recycler le vieux parce que
il semblerait qu'il n'y ait plus d'idées, ou en tout cas, on n'a pas envie d'investir de l'argent pour créer du nouveau. Parce que comme disait Robert Zemeckis à un moment donné, quand on lui demandait notamment pour voir s'il y aurait une suite à Retour vers le futur, le mec disait, j'ai trouvé que cette phrase était assez chouette, il disait que dans les années 80, il y avait tout à faire et que il n'y avait pas d'argent. Et à partir du moment où il y avait tout à faire et il n'y avait pas d'argent, ben il y avait une magie en fait. Il y avait une magie, que ce soit sur les plateaux de tournage ou quoi que ce soit, et c'est peut-être cette magie qu'on ressent dans les films ou quoi que ce soit, notamment pour Retour vers le futur ou ces films contemporains là, il dit qu'aujourd'hui il n'y a plus dans les Hollywood parce qu'aujourd'hui il y a de l'argent. Il y a de l'argent et il y a de l'argent à pas forcément savoir qu'en faire. Et le truc c'est qu'il dit, ben, voilà, nous on était bons dans les années 80 mais on était jeunes. Aujourd'hui on est vieux et c'est pas forcément à nous de faire une relève ou de devoir tenir le truc quoi. C'est à ce qui vient en fait. Et le problème c'est que Robert disait bon voilà, le souci c'est que bon pour l'instant en tout cas si les gens se plaignent il n'a pas la solution miracle. Tout ce qu'il peut dire lui c'est que avec les carcans d'aujourd'hui pas touche à Retour vers le futur, du moins pas de son vivant. Mm. Qu'est-ce qu'on peut en conclure après? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est un témoignage qui montre que déjà, il y a quelque chose, il y a un rapport avec l'argent et il y a quelque chose qui fait que on peut craindre une certaine standardisation qui n'est pas forcément en faveur avec la narration, la littérature, l'histoire, enfin tout ce qui fait finalement un peu le sel de ce que l'on aime, en tout cas ici, quoi. Mm. Donc voilà, moi j'ai peur. Voilà. Mais du coup, est-ce que t'as peur que cette standardisation se retrouve également dans le jeu indé? Qui est vu comme certains comme un sorte de réconfort vis-à-vis du AAA. Difficile à dire parce que le jeu indé, en fait, comme son nom l'indique, c'est vraiment de l'indé, donc ça veut dire que là, on n'est pas sur des gros studios, on n'est pas sur des moyens hollywoodiens, on est sur, je l'espère en tout cas, des gens qui rêvent leur jeu. Mais il est possible que et ça se voit des fois sur certains jeux, sur certains Kickstarter et même sur certains projets qui sont aujourd'hui des arnaques avérées. Il s'avère qu'il y a certains jeux indés où les mecs finalement ils ne rêvent pas leur jeu mais ils rêvent l'argent de leur jeu. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des projets Kickstart où le mec promet monts et merveilles avec un jeu de ouf, etc. Les gens donnent en masse, le mec lève $1 million et puis quand le truc est fini, il lui dit merci à tous et plus de nouvelles, le site ferme, le jeu s'achève, Steam retire le jeu parce qu'il n'y a plus de mise à jour, etc. Machin, et le mec, on ne sait pas où il s'est barré avec l'argent, sûrement aux Bahamas ou dans un paradis fiscal, mais en tout cas on le reverra plus. Mm. On le reverra plus, ni la couleur de l'argent, etc. Et le truc, c'est que c'est par exemple, si je peux citer un exemple que les gens peuvent chercher éventuellement pour étayer ce que je dis là, The Stomping Land. The Stomping Land, c'est clairement le jeu, c'est clairement un jeu qui je trouve est très emblématique de ce genre de problème. En tout cas, c'était l'un des premiers qui a vraiment donc voilà, si vraiment vous êtes curieux de savoir après, voilà, moi je vous invite à... Très bien, et on va peut-être passer aux questions du public. Est-ce que quelqu'un parmi vous mais ils sont passés où? Ah non, ok, il y a eu un bug, excuse-moi. Ok, excusez-moi, il y a eu un bug. On va passer aux questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Personne? Pas tous en même temps. Non. Ne vous pressez pas. Hein. Vous pouvez vous démute là, hein, si vous avez une question à poser. Allez-y, ça va être marrant. On mord, par contre. Ça va pas aider. Personne? Sapristi. Bon. C'est la timidité, ils osent pas. C'est ça. Ou alors on a on a mis tout le monde d'accord. Je sais pas. Moi, je pense que Loni, elle a une question à poser. Laisse la pauvre. Bonjour. Ah, Tengar. Vas-y, on t'écoute. Ah, Oui. bonjour. Est-ce que vous pensez pas que c'est plutôt aussi la mode des multijoueurs qui qui diminue la narration dans les jeux en fait? Parce que quand vous avez un jeu multijoueur, l'intérêt c'est de jouer avec l'autre et on n'a pas besoin d'une narration aussi forte que quand on joue tout seul en fait. Alors, je
je pense qu'on va répondre chacun notre tour parce qu'on a tous les deux des choses à dire. Alors Euh, qui commence? On tire à pile face. Non, je vais y aller. Donc, je pense que le multijoueur n'est pas un frein à la narration parce qu'on a plein d'exemples de jeux qui sont multijoueurs, qui ont des modes multijoueurs et qui embarquent des narrations tout à fait convenables. On prend par exemple, on va remonter un peu, mais si on prend Baldur's Gate 1998 sorti sur PC, le jeu était jouable jusqu'à 6 joueurs et ça donnait comme dans des parties de jeux de rôle papier finalement, c'était chacun incarnait son personnage et jouait et la narration était là et tout le monde profitait de l'histoire et c'était ouf. Et c'était Mais grave stylé. les jeux actuels, en fait, ils sont. Parce que Baldur's Gate, ça a été plus vendu. C'était un jeu solo qu'on pouvait faire à plusieurs. Mais les jeux actuels, notamment par exemple tous les. Ah, J'ai comment ça s'appelle? j'ai un, j'ai Tous un- les Battle Royale, etc. Ils sont vendus uniquement sur le multijoueur. j'ai aussi un autre argument, le jeu Zelda Force Wars, qui pour le coup ne peut se jouer qu'en multijoueur. Il y avait une portée scénaristique dedans. Alors, plus Je- récemment si par je peux- exemple, je Si termine. je peux, moi. Gabi, Ouais, je vas-y. termine après. Voilà. Mais Vas-y, plus récemment, vas-y, par vas-y. exemple, il y a eu les Divinity Original Sin. C'est quelque chose de relativement récent. Le 2 est pas encore un vieux jeu. Et qui est jouable à 4 et on amène les joueurs à participer à une belle histoire. Après, évidemment, de toute façon, les jeux orientés compétitifs seront toujours les numéros 1. Parce que, honnêtement, c'est sport. difficile. C'est du sport, en fait. C'est du C'est du sport. sport. C'est plus facilement médiatisable, c'est plus facilement, voilà. Les éditeurs qui éditent ça vont injecter des sommes importantes dedans pour faire la promotion de ces jeux-là et vont les faire vivre pendant plus longtemps. L'objectif, c'est d'attirer beaucoup plus de joueurs que d'autres. Par exemple, jouer à League of Legends, quand on joue à League of Legends, on joue pas pour le lore, c'est assez rare en tout cas. On joue pour être dans le top du classement et participer à des compétitions et potentiellement en plus empocher un gros chèque en gagnant la compétition. Parce que Riot, ils organisent leur jeu autour de ça aussi. Il y a toute une communication qui est faite, organisation d'événements de tournois, voilà. Il y a même des pays complets qui sont partenaires de ces jeux-là. Je pense à la Corée du Sud. C'est c'est tout un milieu très particulier, le jeu vidéo compétitif multijoueur en ligne comme ça, c'est très particulier et je pense que ça restera le genre dominant. Mais je ne pense pas que le multijoueur en lui-même vienne nuire au jeu narratif. Et Donc, il y a aussi autre chose, excuse-moi, il y a aussi autre chose, c'est qu'on parle de l'e-sport, de la Corée du Sud, mais comment on les surnomme les joueurs de sud-coréens on les surnomme les Gosu. God of Starcraft Universe, et Starcraft c'est un jeu stratégique qui a une grosse portée Un scénaristique. énorme lore. Ouais. Voilà, tout simplement. oui, non, mais après, là où ce qu'elle disait en fait, c'était qu'effectivement, même s'il a une grosse portée scénaristique, StarCraft, quand il joue en multi, en tout cas dans ces pays-là, c'est pas pour le lore, hein, c'est pour tataner l'autre. Bien sûr, tataner bien sûr. l'autre, voilà. Là, par contre, pour moi, ce que je voulais dire, pour donner des exemples plus récents et pour donner même une certaine tendance et aussi rajouter un petit bémol sur certaines choses que l'on pourrait croire par rapport en fait au multijoueur et à sa potentielle nuisance par rapport au scénaristique, il y a des jeux, quand on dit surtout des jeux coopératifs, où là pour le coup on va devoir jouer ensemble dans une histoire pour résoudre quelque chose. Et je pense notamment aux jeux Half-Life, qui sont relativement vieux puisqu'on est dans les années 2000 pour le coup. Il y a aussi les jeux Portal, qui ont un lore absolument extraordinaire, et tout le multijoueur de Portal, c'est une campagne scénaristique. Il y a un début, un milieu, une fin avec une histoire, où là les joueurs vont devoir donc finir le jeu pour arriver à la conclusion de l'histoire, mais l'histoire est vachement prenante, et c'est quelque chose qu'on t'invite à faire avec un ami, une amie. Pour Half-Life, à la base, il n'y avait pas vraiment de mode coopératif. Il y a carrément un mode coopératif qui s'est développé autour de Half-Life, qui s'appelle Synergie, si je dis pas de bêtises. Qui est là en fait est un mode qui a été conçu pour qu'on puisse jouer aux campagnes solo d'Half-Life que l'on faisait donc tout seul avec un ami, et les gens ont été très demandeurs de ça, et ça a d'ailleurs été un immense carton puisque beaucoup de gens veulent jouer les jeux, finalement les jeux solo à narration, ils veulent les jouer avec leurs amis, et finalement en fait on voit même que les jeux qui ne sont pas pensés pour ça ont carrément des modes de développement pour pouvoir y jouer. Parce qu'en fait finalement l'expérience narrative solo, elle est tout aussi amusante, voire plus pour certains à plusieurs que tout seul. Et on voit ça aussi par exemple pour Skyrim qui est donc vraiment là pour le coup un jeu plus récent, qui est totalement solo de base,
Il y a un mode multi qui s'est développé, beaucoup de gens sont demandeurs de ça, et pour terminer sur l'exemple du jeu multijoueur qui a vraiment été développé de base en multijoueur, donc c'est-à-dire qu'il y a là, il n'y a pas de mode, etc. On peut prendre les exemples des jeux de rôle massivement multijoueurs, notamment par exemple The Elder Scrolls Online, où là, je veux dire, le système de quête, c'est toujours des histoires, etc. Et certaines histoires sont vraiment prenantes et super chouettes à faire à deux. Et on n'est pas forcément là pour rusher du donjon ou quoi que ce soit. On est là pour vivre une histoire avec un ami. Et puis il y avait Secret of Mana aussi. Voilà, en fait, Qui se jouait à deux. le multijoueur, en fait, il faut pas s'arrêter aux jeux compétitifs ou de sport. Et effectivement que ce sera forcément toujours un genre dominant parce que c'est un genre qui, contrairement à la littérature, contrairement au fait que tu racontes une histoire, c'est que il n'y a pas de fin dans les jeux compétitifs ou de sport. C'est toujours le même game en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, avec de l'argent mis en masse dedans pour continuer d'attirer l'intérêt du joueur parce que forcément de l'intérêt il finit par s'amoindrir parce que le jeu finalement c'est toujours souvent la même chose, c'est juste les adversaires qui changent. Là où dans les jeux narratifs, fatalement à un moment donné il y a une fin quoi. Il y a forcément une fin à un moment donné, on finit l'histoire. Et s'il n'y a pas de fin, ça donne World of Warcraft où je sais pas où est-ce que ça va aller dans 5 ans parce que ils ont exterminé la moitié des, enfin, la quasi-totalité des méchants du lore de Warcraft. Je sais pas où ils vont là. Voilà. Ouais, on espère que ça répond à ta question en tout cas. Ouais, on espère, ouais. Oui, oui, merci. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? J'ai Soyez des pas questions, mais c'est pas monopoliser les questions. Ouais. Bah, tu apparemment, peux, hein. il y a que toi qui en as donc. Vas-y. Les absents ont toujours tort. Attends. Oui, attends. Personne, vous êtes sûr? Bon bah écoute, vas-y Tengar. Il y a eu un moment où il y avait une mode en fait où on mettait des auteurs très connus. Je pense notamment à Tom Clancy, Rainbow Six. Mhm. Il y en a eu quelques-uns des jeux comme ça, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui se développe ou c'est juste des coups marketing de temps en temps? Parce que je pense que si on avait un jeu qui serait J.K. Rowling, je sais pas quoi, ça pourrait se vendre. Alors là, c'est une question compliquée parce que Tom Clancy, effectivement, c'est un auteur qui aujourd'hui est décédé. J'ai déjà essayé de lire ses bouquins, c'était imbuvable pour moi, j'ai jamais réussi. Mais enfin, c'est surtout, enfin, c'est vraiment devenu une grosse licence en fait, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis même pas certain que Tom Clancy ait jamais participé à un développement de jeu. Je suis pas sûr. Je pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais en général, quand on met le nom d'un auteur, c'est qu'il a participé. Enfin, ça me semblerait plus pertinent. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que c'est devenu une licence. Aujourd'hui, Tom Clancy's Rainbow Six, Ghost Recon, c'est des licences, tout ça. Enfin, c'est la licence Tom Clancy. Même Splinter Cell. Mais après, difficile à dire. J'ai d'autres exemples avec Clive Barker, par exemple, qui avait eu son nom accolé à plusieurs jeux. Clive Barker, qui est un auteur britannique d'épouvante, hein, c'est un peu le Stephen King britannique. C'est pareil, je suis pas sûr qu'il ait participé, mais c'est une question complexe en fait, parce que effectivement, si par exemple si on mettait le nom de J.K. Rowling devant un jeu Harry Potter ou même devant n'importe quoi en fait, hein, on met J.K. Rowling. Blood Bowl 3, j'invente complètement. Alors après très souvent. Alors après très souvent par exemple pour les derniers jeux Tom Clancy, c'est surtout pour marketer sur le nom de Tom Clancy après son décès Oui, quoi. voilà. C'était principalement pour ça. Donc pour moi c'est pas réellement qu'il ait contribué, c'est que son bouquin ont été adaptés. Pour moi c'est plus ça en fait. Ouais, c'est surtout ça. Bah disons qu'en fait si c'est un auteur vraiment célèbre, ouais ça peut valoir le coup peut-être. C'est vrai que si par exemple... Je suis pas sûr de bah, ça parce que en fait c'est ce ça qu'on dépend de la hype disait de l'auteur en fait. ce qu'on se posait hier comme question, c'est une question de mode, j'ai l'impression, et c'est aussi une question de marketing réussi ou pas. C'est pas parce qu'on a fait un jeu Walking Dead qui va bien se vendre. Il y a eu un jeu Walking Dead qui est sorti il y a quelques temps, il n'y en a pas eu qu'un d'ailleurs, c'était des flops. Pourtant, c'est Walking Dead, hein, je veux dire, c'est bizarrement, encore, hein. bizarrement, c'est plus les jeux The Wolf Among Us qui a eu connu une popularité, alors que Fable n'était pas non plus très connu par les amateurs de comics. Je sais pas, là c'est une question compliquée parce que pareil, c'est comme pour le futur en fait, ça implique de lire dans l'avenir ou carrément de lire dans les pensées des gens quoi en fait. Alors,
c'est de la mode, du marketing et de la mode. Je pense quoi. que c'est pas que de la mode en fait. Il y a un côté effectivement. Par exemple, The Walking Dead, on n'a pas besoin d'aller préciser les auteurs parce qu'en fait, la plupart des gens connaissent pas forcément les auteurs, ils connaissent le titre de l'œuvre The Walking Dead par la série. Tom Clancy était plus connu en tant qu'auteur, en fait. Certaines de ses œuvres étaient connues, mais pas toutes. Et du coup, c'était peut-être plus malin de la part de l'éditeur. C'était à l'époque, je crois que c'était Iron Storm, l'éditeur. Je sais plus. Je sais que l'éditeur c'était Ubisoft, dans tous les cas. Au début, je crois pas. Au début, c'était un autre, je crois. C'est Alors- Ubisoft a racheté la licence. D'après Wikipédia, Tom Clancy est le cofondateur de la société de jeux vidéo Red Storm Entertainment, qui a été Ok. ensuite racheté par Ubisoft. Voilà. Bon bah du coup ça explique pourquoi il a utilisé son nom, mais aussi parce que peut-être que la plupart de ses œuvres n'étaient pas super connues, à part quelques-unes, c'était peut-être plus vendeur de mettre son nom devant de la même façon que Clive Barker. Spontanément, la plupart des gens sont pas capables de citer le nom de ses œuvres. Par contre, son nom est un peu plus connu. Et il y a un autre exemple assez récent, c'est Les Piliers de la Terre qui ont été adaptés. Les bouquins de Ken Follett. Et le jeu s'appelle Ken Follett's The Pillars of the Earth. Ils ont mis le nom de l'auteur. Ils ont mis le nom de l'auteur là, peut-être pour essayer d'accroître justement surfer un peu sur la popularité du nom d'un auteur plus que sur son œuvre. Après, pour Harry Potter, peut-être que si ça n'a pas été le cas, c'est parce que Harry Potter était trop connu en fait. Le nom Harry Potter est aussi connu, si ce n'est plus, que J.K. Rowling, parce que je pense que la plupart des gens connaissent Harry Potter, mais il doit rester des gens qui ne savent pas qui a écrit Harry Potter. Ça doit exister. Oui, ça doit exister, ouais. Ça doit exister. Oh, quand même, elle a acquis une certaine notoriété. Hein. En tout cas, je sais que quand elle avait sorti un autre bouquin, justement, ça s'est mal vendu parce qu'elle avait encore le Harry Potter qui lui était accroché à la peau. Elle a dû justement mettre un pseudo pour écrire du bouquin policier parce que ça l'emmerdait un moment. Mais par exemple, s'il y avait un studio de développement qui décidait de de développer un jeu adapté de Salem de Stephen King, peut-être qu'il mettrait Stephen King's Salem. Peut-être, parce que c'est pas l'œuvre la plus connue de King. Peut-être, voilà. Mais je pense que c'est rapporté pour surfer sur la notoriété d'un auteur quand l'œuvre est peut-être pas assez connue. Comme c'était le cas aussi peut-être avec Terry Pratchett, Discworld, sur PS1. Oui, parce que finalement la plupart des gens connaissent Discworld, mais pas forcément Terry Pratchett, et je crois pas que le jeu s'appelle Terry Pratchett's Discworld, je crois qu'il s'appelle juste Discworld. En tout cas, je sais qu'à chaque fois qu'il parlait du jeu, il rappelait tout le temps que c'était fait par Terry Pratchett, donc j'en concluais que son nom était mentionné quelque part dans le jeu. Bon, après, de toute façon, la plupart du temps, les noms sont mentionnés, quoi. Dans tous les cas. Très bien. Mais après, ouais, je pense que là, pour le coup, chaque cas est vraiment différent. Pour Tom Clancy, c'est parce que, apparemment, Tom Clancy a cofondé Red Storm. Et donc du coup, ça paraît logique qu'il ait collé le nom pas son nom. Il y a peut-être un truc un peu d'égo là-dedans, tu vois, de dire ouais. J'ai bien envie d'avoir mon nom sur un jeu. Qui d'autre a une question? Il y a aussi, je viens de penser aussi à l'exemple de Benoît Socal pour Siberia. Et à la Merzone d'ailleurs. Mais lui c'est particulier parce que effectivement, lui il a carrément écrit, il a pas adapté une de ses œuvres, il a écrit des œuvres originales pour le jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. Ah, peut-être que Loni a une question, elle s'est débrouillée. Loni. On va tester le micro parce que je sais pas si ma connexion tient le coup. Ouais. Vas-y, Entends. on t'entend. Donc vas-y, pose ta question. Alors en fait, pour vous, une bonne adaptation dans un jeu. J'arrive pas à formuler ma question, je suis vraiment désolée. C'est quoi pour vous une bonne adaptation d'une œuvre littéraire dans un jeu vidéo? Ouh là là. Personnellement, j'ai une réponse simple. Quand je m'amuse. C'est vrai. Franchement, je suis Oui, désolé, ouais, là, ouais, pour le bien coup, sûr, bien sûr. c'est bête, hein, mais là, franchement, pour moi, la meilleure réponse, pour moi, ça reste quand je m'amuse. Parce que pour moi, le but, c'est avant tout que je passe un bon moment. L'adaptation, c'est comme ça s'appelle, hein, c'est une adaptation, c'est-à-dire que c'est tiré d'une histoire, mais c'est pas forcément l'histoire à la virgule, au mot près. Il peut y avoir des choses différentes, même des personnages différents. On peut même, si le personnage est on peut même faire en sorte que Harry Potter soit une fille dans un jeu vidéo Harry Potter, c'est une adaptation. Bon, c'est pas dit que ce soit une adaptation qui plaise à tout le monde, mais je veux dire, à partir du moment où moi je m'amuse sur le jeu, bonne adaptation, c'est banco.
Voilà, à partir du moment où je rentre dans le train fantôme, que je m'amuse, que l'histoire est bien menée, bien ficelée, Que le gameplay est bon aussi. personnellement, pour moi c'est bon. Ouais. Moi, je vais apporter, enfin, je vais répondre aussi. C'est compliqué comme question parce que je vais donner un exemple. Ce sera encore mieux. Je vais parler de Dune de Frank Herbert. Oui, je sais, c'est pas la première fois que j'en parle. J'adore cette série de bouquins. Tu vas Voilà, tu vas parler de quel jeu? De celui de Cryo ou celui de Westwood? Et bien justement, il y a eu deux jeux Dune. Il y a eu Dune et Dune 2, la bataille d'Arrakis. Exact. Le premier jeu de Dune a été développé par Cryo Interactive, des Français. Exact, ouais. Et c'était un jeu d'aventure dans lequel on incarnait le héros Paul Atreides et puis on déroulait le scénario des bouquins dans un jeu d'aventure. Excellent jeu d'aventure, excellente adaptation. Mm. Le deuxième, Dune 2, la bataille d'Arrakis. C'était le Développé par premier. Westwood. Il me semble que c'était le premier RTS à inclure de la synthèse vocale. Et puis même, c'est Westwood Studios, les développeurs de Command & Conquer, et c'est historiquement, on reconnaît Dune 2 comme étant le jeu qui a fondé le genre de la stratégie en temps réel, voilà, tel qu'on la connaît aujourd'hui, où on pose sa base, on récolte des ressources, on pose sa base, on génère des unités, on attaque l'adversaire, c'est ce jeu-là qui a posé les bases. C'est un jeu qui va dérouler le scénario de Dune, le livre, en version allégée parce que c'est un jeu de stratégie, c'est pas un jeu d'aventure, il n'y a pas autant de dialogue, pas autant de personnages, pas autant de mise en scène. Pourtant, c'est aussi une excellente adaptation en fait, parce que dans tous les cas, le gameplay est pas du tout le même, c'est pas du tout le même jeu, c'est juste la même histoire vue par deux gameplays différents, et dans les deux cas, c'est une excellente adaptation. Je pense que il faut quand on veut adapter un livre, il faut pas chercher à plaire au lecteur. Mm. Il faut pas chercher à plaire au lecteur, à l'image qu'on se fait du lecteur de ce livre. C'est un peu le même problème que lorsqu'on adapte un jeu vidéo au cinéma. La plupart des cinéastes essaient de créer un film qui va plaire à l'image qu'ils ont des joueurs en fait. C'est pour ça que généralement c'est pas bon. Ils cherchent pas à s'investir artistiquement, à s'emparer de l'œuvre et à la réinterpréter dans les codes qui fondent leurs médias. Et pour moi, c'est ça une bonne démarche d'adaptation. C'est tu t'empares d'une œuvre. Ou du moins rarement. Et Parce qu'il y a des exceptions. Oui, bien sûr. Silent Hill. C'est exactement ça à quoi je pensais. C'est ouf ça quand même. mais en fait, voilà, pour moi, une bonne démarche d'adaptation, c'est quand tu t'empares d'une œuvre et que tu vas pas chercher simplement à la copier-coller, que tu vas chercher à la traduire. Tu vas traduire le langage propre aux médias duquel elle vient. Donc, par exemple, quand tu prends un livre, tu vas chercher à traduire les caractéristiques de la littérature en mécanique de jeu. Et tu vas t'investir. Tu vas pas chercher à bâcler le travail. Tu vas pas chercher à t'adresser à une fausse cible ou une idée biaisée de la cible. Tu essaies de faire un travail de traduction et tu t'investis artistiquement. Et en général, le résultat est bon. Et c'est par exemple ce qu'ont fait CD Projekt avec The Witcher. Mhm. Ils ont pas cherché bêtement à transposer The Witcher. Ils ont carrément écrit une suite. Et c'est trop bien. C'est trop bien. On kiffe tous The Witcher. Qui n'aime pas The Witcher ici? Qui se dénonce? Bah, j'ai très peu joué. J'ai très peu The joué. Witcher nous lance une pierre. J'y ai très peu joué. Voilà, mais à culpa. Je l'ai très peu joué parce que bon, c'était mes frangins qui avaient le 3 sur la Xbox One et comme c'était la console de mon frangin, j'osais pas trop les emmerder. Je préférais les laisser jouer. Donc j'ai pas trop joué de mon Oh, côté. t'as le temps d'y jouer, Taiki, t'inquiète pas. Yep. Vous avez le droit de vous dénoncer. Hein. Voilà. Je vous défendrai, je ferai bouclier de mon corps. Yep. Voilà. Tout petit corps. Pour info, il est tout petit, donc c'est pas un bouquet très. Bref. Hop. Voilà. Mais musclé. Ouais. Du coup, est-ce que on avait fini de répondre à la question ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à rajouter? Non, moi j'ai fini. Ok. J'ai rien d'autre à ajouter. Très bien. Il est 15h22, donc je pense que... Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette question-là, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait une question... Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Bon, ok. Ah, Yoé 2000 qui s'est démute? Je viens de voir. Non, je ne parlais pas, tout simplement, j'étais en train d'écouter. D'accord. Un conseil à mute, parce que là, je viens d'entendre ton chat miauler, ça, faut pas trop que ça... C'est pour ça, en fait. C'est pour ça que je parlais pas, en fait. Je peux désactiver mon micro. D'accord, ok, bon, ça va alors. Donc, écoutez, cette conférence est à présent terminée. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous, Zanar et Glapi. C'était très intéressant.
Merci à toi Taiki, parce que t'as été un super maître de conférence. Ah, merci. Et c'est super, mais puis merci aux gens de nous avoir écoutés religieusement, et puis pour les questions, c'était grave cool. J'espère que c'était intéressant en tout cas. Oh, ça l'était, J'espère. ça l'était. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Tout comme il a dit, quoi. Voilà. Alors je vais m'enfoncer en fait. Bon. Bon, eh ben, Bon, bah. On va peut-être libérer les lieux du coup. ouais, bah merci à tous. Donc, prochaine conférence, la prochaine conférence aura lieu de 16h à 17h30, donc avec la confrérie de la table basse. Je rappelle l'intitulé La création d'un collectif et de projets ambitieux à partir de rien. Soyez là si vous voulez y assister, c'est toujours à la même salle. Et pour les autres, ben, bonne suite de Salon du Livre.